Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver encore une fois Fabrice Ravel. Il s'agit de la dernière séance de cette année, et plutôt que de faire un bilan, ce que nous faisons habituellement, nous allons faire une prospective, c'est-à-dire que nous allons nous projeter en avant, puisque le printemps à venir est particulièrement chargé en événements géopolitiques, et nous allons nous poser la question suivante. Le printemps 2019, un printemps particulier ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. C'est donc, comme je l'ai dit, notre dernière séance de l'année. Et plutôt que de faire un bilan, nous allons voir ce qu'il va se passer bientôt, et notamment à travers des élections. On est sur un printemps, et là, évidemment, on consacre une saison, mais pas que, puisqu'en géopolitique et en politique, le printemps est une période stratégique souvent. Oui, vous avez raison de d'abord attirer notre attention sur le terme, parce que pour qu'on puisse ensuite répondre à la problématique ou à la thématique, encore faut-il être sûr. Alors, ça sera certainement un rappel ou une explication peut-être un peu plus élargie de qu'est-ce qu'on entend par la notion de printemps, parce qu'elle recouvre quand même quelque chose de très particulier en géopolitique. Alors, le printemps, en fait, en géopolitique, est tiré d'un événement historique qui a eu lieu principalement en Europe en 1848, qu'on appelle le printemps des peuples ou le printemps des nations. Et il faut rappeler à cette occasion qu'à l'issue des guerres napoléoniennes, il y a un ordre qui avait été instauré en Europe par l'intermédiaire du Congrès de Vienne, dans lequel les monarchies étaient très présentes. On pense notamment au tsar russe, à l'empereur autrichien, au royaume de Prusse, et que tout d'un coup, il y a un élan lyrique qui se met en place principalement au printemps dans beaucoup de pays européens et dans lesquels il y a des aspirations à la constitution, à la liberté ou à la démocratie. Donc en fait, même si la plupart de ces révolutions par la suite ont avorté, on a gardé une trace historique en disant qu'il y avait un printemps, tout d'un coup, un souffle de liberté. Et on voit bien, si vous me permettez d'y mettre peut-être une petite touche d'ordre linguistique ou romanesque, que l'idée est très facile à mettre en place. Il y avait l'hiver qui était très présent, avec la neige qui recouvre tout, qu'en réalité, il y a beaucoup d'évolutions de société qui restent cadenassées ou qui restent occultées, et que tout d'un coup, et ça serait presque philosophique, il y a une sorte d'élan vital, il y a une société qui est en pleine mutation et qui souhaite s'épanouir et qui tout d'un coup éprouve le besoin que d'être en mutation. Donc on voit bien que le terme de printemps, au-delà de l'aspect saisonnier, est une sorte de dépassement d'une situation politique qui serait figée. D'ailleurs, c'est un terme qui a été repris souvent par la suite. Alors il y a évidemment un exemple qui est l'un des plus célèbres qui nous ramène à une situation européenne, même si c'est beaucoup plus tard, c'est le printemps de Prague en 1968, qui d'ailleurs n'a pas fini de façon très heureuse non plus, mais à l'époque qui avait généré une espérance d'une évolution sur le bloc soviétique. Et puis plus récemment, c'est aussi assez intéressant à souligner, on a eu le printemps arabe, dont d'ailleurs le terme est assez discutable, puisqu'il était principalement au Maghreb, et que les événements en Tunisie en 2011 avaient commencé à être générés en janvier et en février. On voit bien d'ailleurs là que paradoxalement on l'a appelé printemps sur une période qui était encore l'hiver et qui n'avait rien à voir avec le printemps. Donc c'est assez intéressant à souligner, oui, le terme de printemps a une connotation en fait politique qui est totalement décalée avec l'aspect saisonnier. Et ce qui est assez intéressant à travers la thématique telle que vous la proposez ou que vous l'évoquez, c'est de savoir si le printemps 2019 va être à même de nous amener des tels bouleversements ou de telles aspirations en géopolitique. Alors bien sûr, nous allons nous concentrer sur des événements qui sont prévisibles. Et on va s'intéresser à des élections, donc le passage par les urnes. Il y a 3 élections majeures qui vont avoir lieu cette année. Il va y avoir bien sûr les élections anticipées en Israël, les élections législatives. Il va y avoir l'élection présidentielle en Algérie. Et enfin, pour ce qui concerne l'Europe, les élections européennes en mai. Donc peut-être, on va faire un focus sur chacune de ces élections. Et on va peut-être débuter par les élections législatives anticipées en Israël. Oui, alors là, on attire déjà en termes de préambule quelques précautions qui me paraissent importantes. D'abord, on va citer les événements par ordre chronologique. Il n'y a pas un ordre d'importance. Ensuite, bien sûr, on s'abstiendra, c'est évident, de tout jugement politique ou préférentiel, puisque ce ne serait pas du tout le lieu dans le cadre de cette émission, ou même de toute prévision en termes de projection, car on voit bien que les instituts de sondage sont très en difficulté sur ces élections pour prévoir. Et on rappellera d'ailleurs, à titre d'exemple, que lors des élections aux États-Unis, l'élection de Trump avait été difficilement, c'est un euphémisme, anticipé, que le Brexit, les résultats n'avaient pas été anticipés, et donc on se gardera bien de toutes prévisions qui sont particulièrement difficiles dans ce genre de situation. Par contre, ce qui me paraît intéressant,
c'est effectivement de voir quels pourraient être les enjeux géopolitiques, mais aussi, si vous voulez bien, Olivier, de se servir de ces élections pour montrer quelles pourraient être les influences d'un certain nombre d'aspects qu'on a tendance à minorer en géopolitique. Si on commence d'ailleurs à évoquer les élections législatives anticipées en Israël, qui vont avoir lieu début avril, ce qui me paraîtrait assez intéressant à mettre en évidence, c'est quelles peuvent être les influences des institutions sur la géopolitique en général, parce que je trouve que ça, c'est pas assez observé, du moins couramment par les observateurs ou les journalistes. Parce que, en fait, si on prend la situation d'Israël, on comprend très bien quelles peuvent être les influences ou les répercussions que vont avoir des élections sur un pays dans lequel, depuis plusieurs années, il y a un processus, alors plus ou moins heureux ou qui est plus ou moins dans le succès, ou dans l'immobilité d'ailleurs, sur un processus de paix du Proche au Moyen-Orient. On voit bien, entre Israël, ses voisins, un État palestinien ou les liens avec les Palestiniens et les pays arabes. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est de souligner que finalement, quand on regarde la constitution israélienne, on a un pouvoir qui est lié à un système parlementaire, monocaméral, ça c'est intéressant à rappeler, et proportionnel. Et donc on voit bien que là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quelles pourraient être les influences respectives des institutions, et on s'empressera de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas des institutions qui seraient bonnes et des institutions qui seraient mauvaises, mais que suivant les avantages et les inconvénients qu'elles ont réciproquement, elles peuvent avoir des influences différentes. Donc si vous me permettez, je vais d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet sur cet aspect-là. D'abord, vous parlez à juste titre d'élections anticipées. Il faut savoir que contrairement spontanément à l'impression que ça pourrait nous donner, c'est assez régulier, même si ça peut paraître surprenant, que les élections en Israël soient anticipées. Pourquoi? Parce qu'il est très rare que la mandature aille jusqu'au bout. Et là, on en vient à des répercussions qui sont liées au système, parce qu'on est sur un système à la proportionnelle, Olivier. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres pays, comme la France par exemple, où on se pose la question de savoir si on ne mettrait pas plus une part de proportionnelle lors des élections. Et on voit bien qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de la proportionnelle, il est évident, c'est qu'on peut considérer que c'est le système qui permet, de la façon la plus transparente possible, la plus juste possible, de donner à un instant T la photographie exacte d'une sensibilité politique d'un pays. Seulement, la difficulté, c'est que généralement, on n'a pas un parti politique, c'est le cas en Israël, qui est majoritaire à lui tout seul, puisqu'on a quand même un électorat qui est très éclaté. On a généralement plus d'une dizaine de listes en Israël, et globalement, on est sur des partis politiques qui ont, pour le principal ou les principaux, entre 25 à 30%. Donc on a un système de coalition qui va devoir être mis en place. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Israël n'est pas un cas isolé. On a l'Allemagne où il y aura un système de coalition, on a la Belgique où il y a des systèmes de coalition. Alors, évidemment, il y a à la fois un avantage ou un inconvénient par rapport aux relations internationales. L'avantage, c'est qu'on peut considérer que quand le pays prend une décision en termes de positionnement, c'est que normalement, c'est pour représenter une majorité globale et c'est vraiment le sentiment du pays qui est représenté. L'inconvénient aussi, c'est qu'on mesure bien à quel point, parfois, les majorités pourraient être prisonnières des minorités. Puisque, en fait, pour avoir un gouvernement, il faut quand même s'allier avec des partis politiques ou des formations politiques dont les résultats seraient plus tenus, mais qui seraient indispensables pour avoir une majorité au Parlement. Et on voit bien là, d'ailleurs, que dans le cas d'Israël, il y a une droite nationaliste ou orthodoxe qui est plutôt assez exigeante dans son approche des relations internationales et dont, paradoxalement, elle pourrait avoir un poids supérieur que celui qui lui est spontanément donné par les urnes, parce que son alliance est indispensable dans la coalition. Donc là, on voit bien, c'est ça qui est intéressant, je trouve, qu'il y a un poids particulier. C'est d'autant plus important à souligner que c'est bien les élections législatives qui vont déterminer le choix d'un gouvernement qui a l'autorité en politique internationale. Parce que si on prend le cas de la France, par exemple, Olivier, on se rappelle que c'est le président de la République, lui, qui, de par la constitution de la Ve République, est décisionnaire principalement sur les questions internationales. Quant aux élections américaines, quels que soient les résultats de la Chambre de Congrès, c'est de toute façon, en dernier ressort, le président des États-Unis qui décide de la politique internationale, et donc ça n'a pas d'influence. Donc là, on voit bien qu'en fait, de par les institutions, c'est particulièrement important. Et là, il y a un autre aspect qu'on pourrait aussi mettre en avant, c'est la situation monocamériste, c'est-à-dire qu'en fait, en Israël, il n'y a qu'une seule chambre. Dans beaucoup de pays, on considère que c'est bien d'avoir deux chambres, un système bicaméral, parce que, alors là c'est pareil, il y a les avantages et les inconvénients, on considère que la deuxième chambre permet de tempérer la première. Et là, l'idée,
rejoint un peu l'idée de Montesquieu dans l'esprit des lois. On sait bien que Montesquieu avait dit qu'il faut séparer les pouvoirs. Ça, c'est bien sûr la séparation assez classique entre le pouvoir exécutif, donc le pouvoir plutôt politique, le pouvoir législatif, qui serait les chambres, et le pouvoir judiciaire. Mais dans un même temps, il y a aussi le fait que dans ce pouvoir parlementaire, il y aurait une chambre haute et une chambre basse. Alors c'est soit la chambre des lords, qui descend de la tradition monarchique britannique, ou soit le Sénat en France. Ce qui est assez intéressant à rappeler d'ailleurs, parce que trop peu souvent on se rappelle que les élections sénatoriales en France font appel à un électorat qui est très réduit et qui n'est pas universel, puisqu'il n'y a que les élus locaux qui ont le droit de voter, ou un certain nombre de personnes qui seraient désignées pour compléter les élus locaux. Et en fait, quand on est sénateur en France, on n'est pas censé, normalement on doit avoir au moins 35 ans, et en fait c'est une chambre qui est censée être paradoxalement beaucoup moins prisonnière des pulsions de la passion politique, et qui est censée tempérer la première chambre. En Israël, on a fait un choix qui est différent, on a fait le choix du monocamérisme, parce qu'on considère que la légitimité ne doit venir que du peuple, et qu'il n'y a pas de raison qu'une deuxième chambre, dont on voit bien le suffrage serait plus indirect, vienne nuancer le suffrage populaire. Ça sacralise d'autant plus les élections telles qu'elles vont avoir lieu en Israël, puisque par définition, de par le système parlementaire, d'une part, de par la position de la proportionnelle ensuite, et de par la situation du monocamérisme, on a vraiment une élection qui peut être prépondérante par rapport au choix qu'Israël sera amené à faire dans les relations internationales, ce qui va nous amener sur des questions de légitimité. Et là, de ce point de vue-là, je pense que les élections algériennes vont nous permettre de faire un autre focus ou un focus complémentaire. Oui, parce que là, on est dans le cadre d'élections qui sont présidentielles. Hein. Un président en poste se représente à nouveau. Je crois même qu'il avait bénéficié d'un changement de la Constitution pour pouvoir se représenter. C'est son 5e mandat, je crois. Ça serait son 5e mandat. C'est ça. On voit qu'on est dans des jeux qui sont constitutionnels et institutionnels aussi. Oui, et alors là, ce qui est assez intéressant sur l'Algérie, me semble-t-il, c'est deux aspects. C'est la légitimité en politique et la capacité pour un pouvoir à assumer ou pas une transition ou une transposition. Parce que là, il est évident que comme pour Israël, jamais nous n'aurions l'impudence ou prenions le risque de prendre position d'un point de vue politique ou en termes de pronostic. Mais je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation, en tout cas dans un temps fort, de transition ou de recherche en fait, d'évolution sur le XXIe siècle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que donc, le pouvoir du président Bouteflika est en place depuis un très long moment, et que d'ailleurs, derrière le président Bouteflika, il y a un certain nombre d'appareils institutionnels, en termes de partis politiques, mais l'armée aussi, ou la police. Et on voit bien que là, ce qui est assez intéressant, face à ce pouvoir institutionnalisé depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une évolution de la société algérienne, notamment en termes de démographie, puisqu'on a une population qui est très très jeune. Alors évidemment, il y a des chiffres qui peuvent prêter toujours à être nuancés, mais globalement, on estime qu'il y a pratiquement 45% de la population algérienne qui aurait moins de 30 ans aujourd'hui, Olivier, ce qui montre bien, face à un président qui aurait 82 ans, déjà là, il y a une différence générationnelle qui est importante. Alors en plus, l'Algérie a eu une période, il ne faut jamais l'oublier, très très difficile, dans la fin des années 90, avec une guerre civile qui a duré une dizaine d'années, ça a été une période très dure. Et toute la légitimité d'ailleurs de Bouteflika à un moment vient quand même du fait qu'il a réussi, dans cette période très compliquée, à asseoir une stabilité. Bon. Et là, le problème du pouvoir algérien, c'est qu'on voit bien qu'il est quand même dans un moment de sa vie qui est délicat en termes de santé, donc il va falloir essayer de lui trouver un successeur, et il n'y en a pas spontanément qui s'impose. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a des comparaisons qu'on pourrait mettre en place. Il n'y en a pas qui s'imposent, ni en termes de partis politiques classiques ou de démocratie, parce qu'on voit bien quand même que les élections ont toujours tendance à faire en sorte que ce soit le pouvoir en place qui les remporte, ce qui fait que les Algériens eux-mêmes sont très méfiants sur le système électoral. Et on n'est pas dans un système monarchique où l'héritier, spontanément, serait amené à prendre la place, quitte même à faire lui-même une évolution du système. Et là, on pense aux voisins d'Algérie, qui serait le Maroc. On voit bien que le roi Mohamed VI a bien compris qu'il ne gouvernerait pas le pays comme son père Hassan II. Et d'ailleurs, suite aux événements en 2011, globalement au Maghreb, il a fait évoluer la Constitution. Et on voit bien que là, il y a une recherche
pour un pouvoir qui était assez fort, peut-être d'accepter de laisser des parts de liberté supplémentaires, mais alors c'est ça qui est assez intéressant, Olivier, le paradoxe, c'est qu'il y a toujours une crainte pour ce pouvoir fort, que quand il commence à donner une part de liberté, finalement, il ne soit plus en situation de le maîtriser. Et ce que je trouve qui est très important à comprendre par rapport à l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle met en exergue en géopolitique une situation où un pouvoir fort, même quand il souhaite être en transition, il est toujours sous la menace ou sous la peur de totalement perdre le pouvoir. Alors là, il y a des comparaisons, il faut toujours faire attention aux comparaisons parce qu'il y a beaucoup de nuances, mais on voit bien la situation avec la Russie en 1917, où il y a eu deux révolutions en Russie, il n'y en avait pas eu qu'une, et la première révolution, c'est le tsar qui abdique, et on se retrouve dans une société démocratique, mais qui ne sait plus très bien, avec une aristocratie, mais qui ne sait plus très bien d'ailleurs comment se positionner, où arrêter les libertés et où laisser la liberté. On a l'exemple de la Révolution française, et ça m'amènera pour une fois, si vous le voulez bien, à évoquer un livre de Camille Pascal, qui est tiré de l'histoire, mais qui est un roman qui est magnifique, c'est L'été des 4 rois, qui a été primé par l'Académie française, donc je le conseille à nos étudiants, parce que c'est les révolutions de 1830. Et en fait, on a affaire à la haute bourgeoisie et à la grande aristocratie qui veulent se débarrasser des Bourbons, parce qu'ils sentent que la monarchie absolue ne correspond plus du tout à la société française en 1830. Mais le problème, c'est qu'ils veulent se débarrasser des Bourbons, mais ils ne veulent pas tomber dans la République, dont ils considèrent à l'époque, de par l'histoire révolutionnaire de 1890, qu'elle serait trop risquée ou trop dangereuse et qu'elle pourrait amener à une guerre civile. Donc on voit bien que là, on a une classe dirigeante qui est prête à transiger, mais qui ne sait pas jusqu'où aller. D'ailleurs, on retrouve exactement la même situation en Russie, où ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit bien que toute la classe aristocratique russe considère que l'autocratie telle que le tsar la met en place ne peut plus continuer comme ça, mais qui effectivement a peur de totalement perdre le pouvoir. En fait, la vraie question qui est posée en Algérie, c'est d'ailleurs ça. Comment vont réagir les forces institutionnelles, qui sont l'armée et qui sont la police, ou les partis politiques principaux, ou d'ailleurs la haute bourgeoisie et les pouvoirs financiers. C'est-à-dire, en fait, on voit bien qu'ils comprennent bien qu'il est nécessaire d'amener une évolution sur la société, mais jusqu'à quel point et jusqu'où, ça, c'est les événements futurs en Algérie qui le diront. Mais ce qui est intéressant à montrer, c'est que là, en fait, l'Algérie montre qu'il y a toujours des périodes fondamentales en histoire, qui sont des périodes où un pouvoir fort sent qu'il va devoir évoluer, mais qu'il est évidemment mis dans la difficulté de savoir jusqu'où il va falloir qu'il évolue et jusqu'à quelle part de pouvoir il va falloir qu'il accepte de transiger. C'est toute la question qui est posée à la société algérienne aujourd'hui, en fait. Alors, la transition est toute trouvée, puisqu'on parle de régime fort, et l'un des enjeux des élections européennes, c'est justement la place de ces démocratures, hein, ces démocraties fortes, tenues par un homme autoritaire, au tempérament autoritaire, et par rapport aux enjeux plus libéraux de certains, comme le président français aujourd'hui. Donc ça sera un des enjeux des élections européennes. Si intellectuellement cet enjeu peut sembler très très intéressant, on parle quand même d'une élection qui est mal aimée depuis le début, depuis 1979, la première fois que le Parlement a été élu, donc par les peuples d'Europe. Et on a une institution dont les Européens semblent se détourner en fait. Mais c'est assez juste. Si vous me permettez, je commencerai par cette remarque, parce qu'on pourrait déjà légitimement s'interroger sur le fait de savoir pourquoi nous aurions choisi les élections européennes, car si on comprend bien l'importance géopolitique, même politique que peuvent recouvrir à la fois les élections législatives en Israël et les élections présidentielles en Algérie, on pourrait nous faire remarquer que les élections européennes qui auront lieu fin mai, alors sur plusieurs jours en plus, parce qu'on n'a même pas été capable d'harmoniser un jour unique parce que les systèmes politiques sont différents, on pourrait nous faire remarquer que de par le taux d'abstention qui en moyenne, en 2014, sur les dernières élections, était aux alentours de 56%, n'intéresse personne puisque la majorité des électeurs ne vont pas voter. Bon. Et que d'ailleurs les questions européennes généralement passionnent très très peu. C'est bien qu'en termes de géopolitique, les ouvrages européens, et a fortiori sur les institutions européennes, sont ceux qui attirent le moins de lecteurs. Donc on pourrait déjà nous rétorquer que notre choix est un peu particulier, parce que finalement, ce n'est pas un sujet qui va mobiliser les passions ou mobiliser globalement les populations. Ceci étant, il y a quand même des enjeux forts qui vont se positionner. Et c'est ça qui me paraît important. D'abord parce que les élections vont avoir lieu dans un cadre qui est différent du cadre des années précédentes. Il y a quand même la question qui est posée, quelles que soient d'ailleurs les solutions qui seront trouvées ou qui resteront à trouver
par le Brexit, c'est-à-dire pour la première fois, il y a un pays qui en tout cas fait la démarche qui sera aboutie ou pas aboutie de sortir de l'Union européenne. Il y a une deuxième question qui se pose en corollaire par rapport à ça, c'est bien sûr toutes les questions qui sont liées aux régions espagnoles, et je pense à la Catalogne en particulier, dont on voit bien d'ailleurs qu'elle met en évidence le fait que les nations sont discutées en Europe, mais que comme l'Union européenne n'a pas totalement trouvé sa place en termes de légitimité dans l'esprit des peuples, on revient plutôt sur des régionalismes. Donc il y a déjà deux questions. Il y a les questions qui sont posées par les pays de l'Est principalement, alors des démocratures, on pense notamment à la Hongrie avec Orban, et donc on voit bien quand même que pour la première fois, la question des élections européennes va se poser quand même dans un contexte politique qui est très différent de celui des contextes politiques précédents. Parce que là, il y a des vraies questions qui se posent. Alors en plus, on pourrait continuer en disant qu'il y a des forces populistes qui discutent plus la légitimité européenne aujourd'hui. Je pense au mouvement 5 étoiles en Italie, par exemple. Il y en aurait bien d'autres. Et puis, enfin, il y a d'autres aspects qui nous apparaissent moins. Mais il faut rappeler, Olivier, même si ça peut paraître un peu étonnant, qu'il y a certains pays qui continuent à être candidats à l'entrée au sein de l'Union européenne. Je pense notamment aux pays de l'ancienne République de Yougoslavie. Et puis, il y a des questions qui peuvent se poser sur quels seraient les pays qui rentreraient ou pas dans l'euro. Parce qu'en plus, il faut rappeler à cette occasion qu'il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, mais il y a des pays qui sont hors Union européenne qui ont déjà l'euro. Donc en fait, il y a énormément de questions qui se posent. Et la question in fine, je trouve, qui est fondamentale, c'est, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on est amené à se reposer cette question, mais on voit bien d'ailleurs, c'est assez interpellant qu'il n'y a pas vraiment de réponse telle qu'on souhaite l'apporter. C'est finalement quel enjeu veut-on vraiment donner à l'Union européenne et quelle suite veut-on vraiment donner à sa construction. Parce qu'il faut rappeler un certain nombre de points qu'on avait déjà soulignés ensemble. Veut-on, in fine, oui ou non, transformer l'Union européenne en une entité politique réelle, avec des vrais pouvoirs, qu'aurait d'ailleurs des vraies influences en géopolitique? On avait utilisé le terme d'États-Unis d'Europe, mais c'est pour être facilitateur en termes de compréhension. Est-ce qu'on aura affaire à une Europe qui veut totalement épouser un rôle en géopolitique, reprendre un rôle de puissance en géopolitique? Est-ce qu'on est plutôt sur une association, un club économique? Parce que quand on regarde les institutions de l'Union européenne aujourd'hui, Olivier, on se rend bien compte, malgré les évolutions telles qu'on a souhaité les mettre en place, avec notamment le traité de Lisbonne en décembre 2007, que finalement, on a plus une concertation de 27 ou 28 pays de l'Union européenne que des centres de décision qui seraient intégrés et qui prendraient des décisions. Donc en fait, il y a quand même un vrai enjeu. Et ce qui est assez étonnant, je crois que c'est ça qui est le plus révélateur, c'est le manque de débat qu'on a. Pas tellement le manque de débat parce qu'il y aurait une force de coercition qui nous empêcherait de débattre, mais parce qu'aujourd'hui, on est assez atone, si on me permettait cette expression, sur le débat. On entend bien les gens qui sont plutôt contre la construction européenne et qui privilégient le fait qu'on sorte, mais étonnamment, on entend très peu d'hommes politiques en Europe qui mettent en avant la nécessité que d'aller plus loin en termes de construction. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de débat. Car aujourd'hui, on a envie de dire, où sont les défenseurs de l'Europe ou l'idée politique de l'Europe? C'est-à-dire de la nécessité pour ces 27 pays, si on pense que les relations internationales sont un rapport de force et qu'il est important d'exister dans ce rapport de force et d'exister en tant de force politique, où sont les défenseurs de l'Union européenne, un peu dans la continuité de ceux qu'on appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire dire, mais en fait, le débat c'est est-ce qu'on veut plus d'Europe ou est-ce qu'on veut moins d'Europe? Enfin, c'est un vrai débat. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit bien que ces élections européennes, elles sont plutôt le reflet de débats politiques qui seraient internes à chaque pays. C'est-à-dire, on se positionne sur des questions qui sont internes. Alors, la France a eu un moment des velléités, effectivement, de plus reprendre le flambeau de l'intégration supplémentaire, on voit bien. En Allemagne, c'est plus compliqué parce que Angela Merkel, on voit bien, maintenant qu'elle a avalisé le fait qu'elle ne serait plus candidate, on est sur une passation de pouvoir et sur un pouvoir de transition là aussi. Mais ce qui est assez interpellant, c'est qu'alors qu'il y a un enjeu fort sur est-ce qu'on construit une armée européenne ensemble? Est-ce qu'on construit un gouvernement européen? Qui ne serait pas juste un club ou une association qui d'ailleurs délibère sur le Conseil de l'Europe tel qu'on le fait à Bruxelles, mais on a l'impression qu'il n'y a même pas de débat. Or, il y a quelque chose qui me paraît fort, ça va être intéressant sur les questions européennes, c'est quel va être le taux de participation.
Est-ce qu'on va continuer à être en déclin? Parce qu'en plus, depuis 1979, on est systématiquement sur un taux de participation en déclin. Donc ça prouve bien que ça n'attire pas. Est-ce qu'à travers l'actualité du Brexit, de la Catalogne, des démocratures et de la montée des forces populistes, ce débat va se revivifier et se relégitimer? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un débat? Ça va être intéressant. Et si oui, quels vont être les résultats d'ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on va remarquer qu'il y a la montée de forces populistes plus importantes dans une majorité de pays, ce qui laissera penser qu'il y a une désadéquation, ce qui pourrait nous amener à une remise en cause de la construction européenne? Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un sursaut ou un réveil de force qui consiste à dire non, face aux logiques de géopolitique telles qu'elles existent aujourd'hui, il y a la nécessité que d'aller davantage dans la construction européenne? Ça, Olivier, ça va être très très intéressant parce que ça va montrer quel est le degré de conscience et de pertinence des peuples européens. Et d'ailleurs, vous me permettrez de faire remarquer, peut-être en guise de conclusion, que l'absence de réponse en serait déjà une. Car l'absence de réponse serait déjà manifestement le fait que l'Europe ne se pense plus en termes de géopolitique, mais qu'elle reste purement centrée sur ses questions personnelles, ce qui serait quand même quelque part un aveu d'effacement assez clair. Et finalement, une réponse géopolitique qui serait apportée. On le voit à travers les 3 élections qu'on a évoquées, des enjeux internes, bien entendu, c'est ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, mais on voit la résonance géopolitique qu'il y a derrière tous ces enjeux internes, que ce soit des enjeux institutionnels, démographiques, ou la question de l'appartenance à une communauté plus grande que nous. Tout ça a une résonance géopolitique très importante et c'est exactement le cœur de ce que nous essayons de construire semaine après semaine ensemble. merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce dernier rendez-vous de la géopolitique de la saison. Merci à toutes, merci à tous.